Au château de Versailles, le grand siècle français est célébré chaque été lors des grandes eaux nocturnes. Un spectacle chorégraphié de sons et de lumières dont les codes renvoient à la magnificence du règne du roi Soleil. De la pénombre, une musique solennelle et triomphante s'élève. Elle est l'œuvre d'un homme qui, pendant plus de 30 ans, a mis son génie au service de Louis XIV. Son nom, Jean-Baptiste Lully. Artiste favori de Sa Majesté, Lully devient à l'âge de 21 ans et contre toute attente, le grand ordonnateur de la musique du Royaume de France. Ce musicien et danseur florentin d'extraction modeste fait résonner à travers l'Europe l'expression de la toute-puissance du roi. Lully était surintendant de la musique du roi, donc il exerçait quand même une forme de pouvoir sur la musique qui était comparable à celle de Louis XIV dans le sens du pouvoir politique. Lully contribue à faire de Versailles le théâtre de ce pouvoir. Musique instrumentale, danse et chant, sous sa baguette, la cour se meut dans un spectacle baroque permanent. 3 siècles et demi plus tard, sa musique reste indissociable d'un roi et de la monarchie française. Ce n'est pas derrière les murs du château, mais dans les jardins que la musique de Lully résonne à Versailles pour la première fois. En 1661, à l'âge de 22 ans, Louis XIV décide de transformer ce modeste pavillon de chasse en palais d'où sa puissance rayonnera sur le monde. Impatient d'exercer son aura royal sur ce domaine, le roi n'attend pas la fin des travaux pour programmer les premières festivités. L'essentiel, ce n'est pas le château au début du règne, c'est bien les jardins qui vont être le théâtre de fêtes grandioses qui commencent dès 1664, c'est-à-dire quelques années après le début du règne personnel du roi. Il y a des soupers, des ballets, des bals, énormément de divertissements. Louis XIV ne va avoir de cesse de développer cette idée que l'on peut asseoir son prestige et asseoir sa puissance à travers la beauté, à travers les arts. Pour orchestrer cette légitimité, le roi se tourne vers Lully. Ce fils de meunier, arrivé d'Italie alors qu'il est encore enfant, se fait remarquer par ses talents de musicien et de danseur. Il se met à fréquenter les artistes les plus illustres, se forme au style musical français et se lie d'amitié avec le jeune monarque, au point d'être nommé à 29 ans surintendant de la musique royale. Le rôle de Jean-Baptiste Lully va être de coordonner tous les artistes qui vont se mettre au service de ce dessein de régner par les arts et à travers le divertissement, autour d'une même idée, ce mythe du soleil, ce mythe autour d'Apollon, qui va être central à Versailles. Chaque bosquet va être un théâtre potentiel à cette mise en fête du pouvoir du roi. Ces bosquets qui étaient déjà absolument merveilleux, notamment grâce à la magie des eaux. Cette magie, Lully l'a transcrit en musique en 1668. Il intitule son divertissement musical « La grotte de Versailles », en l'honneur d'une structure aujourd'hui disparue, mais reconstituée en bosquet au XVIIIe siècle. Des dires des contemporains, et notamment de Jean de La Fontaine et Madeleine de Scudéry. Cette grotte émerveillait les visiteurs parce qu'elle était complètement décorée de coquillages, de nacres, de perles, de statues. Et il y avait toute une structure qui permettait des échos. Et en plus, il y avait un orgue hydraulique qui était caché derrière la statue d'Apollon, qui imitait le bruit des oiseaux.
c'est en s'inspirant de ces phénomènes acoustiques que Lully va créer un divertissement qui va être conçu pour cette grotte. Et dans la musique, il joue beaucoup sur ces phénomènes d'écho. Domptant par sa musique, ses enchantements acoustiques, Lully fait entendre à l'élite européenne reçue à Versailles le pouvoir total du roi Soleil, y compris sur la nature. Toutes les musiques de Lully de cette époque intègrent la nature et intègrent spécifiquement Versailles. La musique est immatérielle, mais elle est quand même une pierre de cet édifice global et magistral de ce qu'était la majesté au temps de Louis XIV. Afin de prouver qu'il contrôle son royaume, Louis XIV doit faire montre de sa maîtrise de soi. Une entreprise de communication où Jean-Baptiste Lully occupe un rôle clé. Pivot de leur relation depuis leur rencontre, la danse permet au roi de démontrer sa puissance à une cour qu'il entend dominer. Des spectacles qui rythment encore aujourd'hui la Galerie des Glaces lors des sérénades royales. Achevée en 1684, elle reflète jusque dans son décor peint par Charles Lebrun le pouvoir absolu du roi de France. Tout est théâtral dans la Galerie des Glaces. On vient ici pour se montrer, pour éventuellement montrer la place que l'on a ici à Versailles ou pour espérer y faire les bonnes rencontres. Et bien sûr, on y est également pour participer à des bals, pour participer à des fêtes royales et parfois même à des spectacles. Louis XIV a vu dans la danse un potentiel presque politique. La danse, à partir de 1661, va se codifier. Les pas sont amples, les bras sont peut-être élevés vers le ciel, on travaille avec les oppositions, il y a des battus des jambes, des ronds de jambes, des glissés, des sautés également avec des cabrioles. Voilà, des gestes qui sont amples, qui sont grandiloquents pour appuyer la grandeur du roi. Pour mettre en scène la figure du roi Soleil, aussi bien en musique qu'en mouvement, Lully improvise des chorégraphies toujours plus élaborées. C'est en s'emparant d'un incident diplomatique, survenu en décembre 1669, qu'il compose sa pièce la plus célèbre, la marche pour la cérémonie des Turcs. Un émissaire turc était venu à Paris et le roi l'avait reçu avec vraiment les plus grands atours de la cour. Et ça a laissé l'émissaire de glace, ce qui a vraiment fâché Louis XIV. Et donc il a demandé à Molière et à Lully, le duo star de l'époque, de créer une turquerie pour se moquer un petit peu de cet émissaire. Ensemble, ils créent la comédie-ballet du bourgeois gentilhomme à laquelle Lully intègre sa fameuse turquerie. Puisant dans sa culture italienne, le musicien choisit de s'inspirer de la Commedia dell'arte pour divertir le roi. Je pense que ce qui a fasciné Jean-Baptiste Lully et d'autres comme Molière avec la Commedia dell'arte, c'est les personnages. Le bourgeois gentilhomme est donc un peu une comédie musicale où tous les arts sont rassemblés, le théâtre, le chant, la danse. Tout le bourgeois gentilhomme tourne autour de cette idée d'une personne qui veut devenir calife à la place du calife. D'ailleurs, Lully lui-même interprétait ce grand moufti. Il a composé la musique, mais en plus, il dansait. Lully avait ce sens du rythme, il aimait les airs assez rapides, et surtout, il avait un sens incroyable de la mélodie. Et encore aujourd'hui, c'est un air qu'on a tous un petit peu dans l'oreille. Mais à la cour, le succès de Lully fait des jaloux. Assoiffé de rivalité,
les autres compositeurs tentent de le décrédibiliser aux yeux du souverain, arguant de ses mœurs bisexuelles. Par orgueil et défiance, le compositeur acquiert en 1672 un privilège qui lui permet de devenir le seul créateur de pièces théâtrales chantées sur tout le territoire français. Alliant théâtre, danse, instrumentation et art lyrique, il donne alors à ses œuvres une ampleur jusque-là inédite et pose les fondements de l'opéra français. Lully, tout en étant italien, parce que nous savons qu'il venait de Florence, est éternellement lié à la création d'un genre musical français, donc la tragédie lyrique, étroitement liée à la monarchie, puisqu'il célèbre le roi, son pouvoir, bien sûr, au-delà d'être une véritable révolution pour la musique française. Précédée d'un prologue et construite comme une pièce de théâtre classique en 5 actes, la tragédie lyrique est un opéra entièrement chanté en français. Conquis par ce spectacle d'un genre nouveau qui contribue à la glorification de sa personne, Louis XIV ordonne la construction à Versailles d'un opéra royal. À cette époque, il n'existait pas à Versailles un théâtre aménagé. La tragédie lyrique nécessitait d'un équipement particulier pour donner vie à tout le merveilleux, donc les changements de décor, les machines, etc. Louis XIV a souhaité sans doute que dans son propre château, on puisse donner ces grands spectacles qui cachent des références à l'actualité politique. En attendant l'édification du théâtre, Lully met en scène le culte de la personnalité du roi dans la cour de marbre, en s'inspirant de la mythologie gréco-romaine. En 1674, il crée Alceste, une tragédie en musique dont les héros sont un roi combattant et un preux amoureux, Alcide, qui doit renoncer à sa bien-aimée, Alceste. On a un parallèle direct entre Louis XIV et Alcide qui défie les puissances infernales pour amener Alceste vivante sur terre. Alcide est vainqueur du trépas, l'enfer ne lui résiste pas, l'enfer ne lui résiste pas, il ramène Alceste vivante. En associant le roi à ces deux héros, Lully tente de redorer le blason d'un souverain guerrier dont les dépenses pendant la guerre de Hollande ont écorné l'image. La pièce se doit de prouver que tel un personnage antique, Louis XIV est capable de se sacrifier pour le bien de son peuple. La musique de Lully restera indissociablement liée à la figure du roi dans sa jeunesse, dans sa splendeur. Thomas Chauvineau, lui, s'est intéressé à ce qu'on buvait à Versailles. Et ce n'est pas de l'alcool, c'est le clin d'œil. À boire pour le roi! Voilà ce que crient les chansons chargées de remplir les verres du roi. Et vite, on se précipite pour lui apporter de l'eau et du vin, parfois dans le même verre, car il était d'usage de couper le vin. Mais dans les résidences royales, une autre boisson à la cote. On la réclame, parfois même en secret, le chocolat. C'est Hernán Cortés, le navigateur, qui le pique aux Aztèques pour le rapporter en Europe. On se demande bien pourquoi, vu que quand il l'a goûté, il a trouvé ça dégueulasse, burk, un breuvage amer pour les cochons, a-t-il dit. Mais bon, avec du sucre, ça passe, et le chocolat, d'abord prisé par les Habsbourg, fait vite le tour des cours d'Europe. C'est pour les cochons peut-être, mais des cochons couronnés. En France, il arrive dans les bagages d'Anne d'Autriche, qui vient d'épouser Louis XIII. Il paraît qu'elle aurait même converti le cardinal Mazarin à ce que les Mayas appelaient la boisson des dieux. Mais c'est la reine suivante qui le popularise, Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV. À la cour de Versailles, il se murmure qu'elle a deux passions, le roi et le chocolat. Elle s'envoyait 4 à 5 tasses par jour. À propos de passion, on prête au chocolat des vertus aphrodisiaques.
Louis XV en servait donc à ses maîtresses, peut-être espérait-il les faire fondre de plaisir. Tellement accro qu'il faisait un truc impensable pour un roi. Il préparait lui-même son chocolat dans sa chambre. On n'est finalement jamais mieux servi que par soi-même. Si ces vertus aphrodisiaques ne sont pas prouvées, il en est une autre, beaucoup moins glamour, que les scientifiques connaissent aujourd'hui. Consommé en grande quantité, le chocolat noir, avec un taux de cacao élevé, peut accélérer le transit. Est-ce pour cette raison que Louis XV a été le premier à installer des toilettes à l'anglaise dans ses appartements pour remplacer les pots de chambre en or ou en argent ? Oui, à Versailles, on ne recule devant rien, les pots de chambre étaient en or ou en argent. Quoi qu'il en soit, voilà le triste sort de nos plaisirs gourmands. Ils finissent tous au même endroit.